Merci Electroméliette, salut. Je vous dis juste deux mots, on sera rejoint à l'issue de la projection par le réalisateur du film. C'est un vrai honneur, on voulait vraiment ce film-là, nous. Et alors, du coup, quand on a su qu'on arriverait à choper le cinéaste qui arrive d'Allemagne, eh bien, on a foncé en fait. D'où cet horaire un peu inattendu pour une séance de festival, mais ça nous plaît beaucoup de l'accueillir, parce qu'il y a peu de salles qui vont avoir la chance de pouvoir dialoguer avec lui. Le film que vous allez voir est donc le 8e film soudanais, le 8e film de toute l'histoire du cinéma soudanais. C'est un truc un peu vertigineux. C'est que ça n'existe pas en fait, le cinéma soudanais. C'est en cours de constitution et a fortiori dans cette année un peu décisive qui a fait suite à l'éviction du tyran en 2019. Donc du coup, il se joue des enjeux à la fois géopolitiques, dans lesquels il est par ailleurs investi, parce qu'il a participé à la révolution, non seulement comme cinéaste, on en parlera peut-être tout à l'heure, il a même changé la musique parfois de son film pour que ça résonne avec l'actualité politique de son pays. Et puis en même temps, c'est une femme qui fait un peu d'ailleurs, parce que par ailleurs, il vit, lui, à Dubaï désormais, même s'il est de nationalité soudanaise. Donc on parlera avec lui tout à l'heure, et puis j'en profite quand même pour dire que c'est la dernière séance avant la clôture du festival Repérage mis en place dans l'ensemble des salles d'Est Ensemble. Je salue la présence de Martine Legrand, qui est la vice-présidente en charge de la culture à Est Ensemble. Bonne projection et à tout à l'heure avec le réalisateur. Merci. Amjad Abou Alala. Et pour la traduction, Anaïs Duché. Thank you guys, thank you. I'm really very happy to be here. This is my first Q&A will be in Paris, in France actually. So very glad to start from this town. Yeah, thank you. Merci, je suis ravie d'être ici. C'est ma toute première rencontre en France et je suis ravie de commencer par ici. Alors, juste avant de commencer, je tiens à dire que nous devons cette avant-première à la directrice de production de Pyramide, qui est là aussi, Roxane Arnold. J'explique le rituel, je pose 3-4 questions et après on passe la parole au public. Sure. 3 quarts d'heure, ouais, à peu près, c'est ça. Non, je vais faire quoi? Il y a une question un peu compliquée en deuxième position, mais la première est simple. C'est que à l'origine de ce film, il y a des choses personnelles sur lesquelles on pourra revenir, mais il y a aussi un texte littéraire. Et j'ai envie qu'il nous parle d'abord de ce travail d'adaptation de ce texte littéraire. Yeah, it's mixed. It's mixed between a short story by Hamour Ziada that I wrote in a plane when I was like going from Dubai to Khartoum for my grandmother. Alors oui, effectivement, c'est un mélange. Au départ, c'est une nouvelle de Hamour Ziada et que j'ai adaptée en écrivant un scénario dans un avion entre Dubaï et Khartoum, alors que je rentrais au pays pour l'enterrement de ma grand-mère. C'était un moment assez difficile, un moment de deuil. Et donc évidemment dans ma vie personnelle, et j'ai écrit le scénario en y ajoutant donc des éléments personnels, des souvenirs au travers du personnage de Mouzamil, et puis aussi des comportements à travers le personnage de Souleymane, et j'ai tenu à tourner dans le village de mon père. Alors je pose la deuxième question, j'ai dit qu'elle était plus compliquée que la première. C'est que je vais essayer de développer un petit truc. C'est que le film est fondé sur l'idée d'un destin qu'on ne pourrait pas contourner. C'est l'annonce, c'est le titre déjà. Donc du coup, le film joue sur l'idée d'un programme. Et le personnage ne pourrait pas échapper à son programme, c'est-à-dire de mourir le jour de ses 20 ans. Mais on peut se dire pendant la toute première partie du film que ce film est aussi un piège pour le réalisateur,
D'une part parce qu'on se dit que peut-être lui non plus ne pourra pas échapper au côté programmatique du scénario. Et donc on essaye d'observer des ruses pour faire bouger le programme, quoi, pour essayer d'échapper et d'inventer d'autres choses. Et là, attends, c'est pas encore la question, sinon ce serait trop simple. C'est difficile. Non. Et donc par exemple, il va inventer des petites astuces qui est, ah oui, mais si quelqu'un le tue avant, est-ce que du coup on peut l'enfermer dans un coffre pour qu'il meure avant l'âge de 20 ans? Voilà, c'est la scène avec les camarades de classe. Il va inventer la question, ah oui, mais est-ce que la période de gestation de le ventre de la mère est comptée ou pas dans les 20 ans? Voilà. Et puis évidemment, les démarches de la mère pour convaincre que peut-être il y a un moyen de prolonger un peu, quoi. Voilà. Et donc, ces espèces de suppliques au chèque et à d'autres. Voilà. Donc ça, là, on est dans le cadre du programme. Et moi, je voulais savoir, en termes d'écriture et de mise en scène, comment il avait pensé cette contrainte-là, c'est-à-dire ce côté programmatique qui aurait pu enfermer le film et qui, en fait, lui donne une beauté supplémentaire, vraiment grâce à l'apparition de Suleiman, qui vient tout à coup offrir un espace entier de liberté, quoi, qui fait aussi échapper le film à son programme. Je peux développer, mais je ne vais pas. I like how you see the film. Thank you. Thanks. Alors j'aime votre vision, hein, tout à fait. Quand j'ai écrit ce film, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de dire, dont un petit peu ce que vous évoquez. Comme l'influence de la religion, à la fois du soufisme, donc avec ses traditions et son côté un peu mystique, spirituel, mais avec un mélange de racines africaines également. Et puis je voulais aussi évoquer, voilà, par ce symbole de Mouzamil qui est piégé dans le coffre. Et c'est une image qui nous reste jusqu'à la fin du film. Et donc dans ce coffre, je voulais évoquer pas simplement le fait que ce soit Mouzamil qui soit enfermé, mais toute la population soudanaise. Depuis 1989 et le coup d'État militaire, donc tout s'est arrêté. Le cinéma et l'art ont été complètement stoppés. On a voilé les femmes, un peu comme en Iran. Et donc Mouzamil représente finalement un peu tous les Soudanais depuis cette période-là. Et il se trouve que l'année où j'ai tourné le film, et où on voit Mouzamil qui part à la fin, qui s'en va, qui prend un petit peu la route et qui ressort dans la rue, c'est l'année où il y a eu la révolution, le soulèvement. Donc finalement tout le monde a ouvert le coffre. And script writing wise, yes, it was a trap because sometimes. Alors oui, ça peut être un piège, ce type de dispositif, parce que quelquefois on adore une idée comme ça sur le papier, enfin en tout cas en théorie, et puis quand justement on se met devant son papier et qu'on se met à écrire, on se dit comment je vais faire. Et donc l'idée de suivre ce personnage passif, ça pouvait potentiellement être un petit peu problématique. Dans la nouvelle, le personnage reste passif plus ou moins jusqu'au bout, il ne fait rien, il creuse sa tombe et à la fin il finit par s'y allonger. Et moi, en injectant les personnages de Naïma et de Suleiman, qui n'existent pas dans la nouvelle, j'ai donné vie à cette histoire et donc de fait, obligatoirement, ça modifiait la fin. J'ai coécrit avec un co-scénariste qui est originaire de Dubaï et qui est très fort en structure narrative. Et donc ensuite, on a mis des choses de mon vécu à moi, on a adapté avec mon vécu à moi pour rendre le film plus émouvant et plus dynamique. Oui, bien sûr, il y a cette ambiance de mort dans le village, mais je voulais aussi qu'on y ajoute la dimension de vie et au bout du compte que ce soit un film plus sur la vie que sur la mort. Et dans les petits éléments qui viennent de moi, qui sont dans le film, par exemple, le fait que Mouzamil ne veuille pas aller dans l'eau, ne s'approche pas du Nil, qu'il ait peur, ça c'est une peur que j'ai moi. Je ne m'approche jamais de l'eau, même dans une piscine, je ne vais jamais me baigner. Et puis quand Suleiman montre des films à Mouzamil, c'est des souvenirs réels de moi à 7 ans, comme je vivais entre Dubaï et le Soudan, mais je suis retournée au Soudan à ce moment-là, et mon oncle avait un projecteur et il nous projetait comme ça des films, sauf qu'il n'arrivait pas à mettre le son, donc on regardait les films sans le son. Je termine une troisième question, puis après on passe la parole à la salle, elle sera aussi un peu compliquée, mais c'est par rapport à ce qu'il vient de raconter de l'adaptation du livre, parce qu'en fait, parmi les courts-métrages qu'il a réalisés précédemment, Amjad, il y a un film qu'il a fait dans le cadre d'un atelier qui était dirigé par Abbas Kiarostami, qui était un ami et à qui on a dédié une des salles du Méliès. Ça, il faut lui traduire, sinon il ne saura pas.
Et en fait, ouais. Et un personnage qui creuse. Et donc, le fait qu'un personnage creuse sa tombe et finisse par s'y allonger dedans, pour le coup, vraiment, ça fait penser à un film de Kiarostami. Et tout à coup, le film aurait presque été trop proche de cette présence d'un des pères adoptifs, enfin spirituels, puisque Amjad cite souvent Kiarostami comme une de ses influences avec Youssef Chahine et d'autres. Mais je voulais revenir sur la question du film sur la mort ou sur la vie. Parce qu'en fait, dans les éléments de dynamique du récit, il y a quand même un truc assez fascinant et étrange, qui est la mise en concurrence du premier qui va mourir. C'est vraiment complexe quand même. Parce qu'il y a quand même la tante, dont on attend qu'elle meure, enfin tout le monde, mais on sait qu'elle ne meurt pas, enfin, voilà, c'est sa caractéristique. Elle ne meurt pas. Il y a le cheval, parce que quand même elle se demande que va devenir le cheval si elle meurt avant lui. Et puis finalement, il y a quand même Suleiman, parenthèse, et toutes ces morts-là sont annoncées en fait. Ça fait partie des récits déjà écrits. Je dis ça, la mort de Suleiman par exemple, la première fois qu'on rentre chez lui, il commence à tousser, et quand le héros quitte sa maison, il tousse de nouveau. Donc il y a des espèces d'effets d'annonce très tôt pour créer cette dynamique du récit, et être là du côté de cette possible mort, mais on ne sait pas bien de qui. Et vous noterez qu'évidemment, quand Suleiman meurt, le cheval apparaît. Une image à la fois drôle et poétique. Voilà, donc il y a cette emprise de la mort, et puis en contrepoint, évidemment, il y a les forces de vie, c'est-à-dire le désir amoureux, c'est-à-dire cette relation pourtant écrite, mais qui sera déjouée avec la femme promise depuis l'enfance, c'est-à-dire le rapport à la sexualité et au désir aussi, qui finit par se conclure dans le dernier geste avant la mort symbolique. Mais qui passe aussi par une morale qui est quand même très présente dans le film et dont j'imagine qu'elle a un sens politique fort, qui est que pour pouvoir mieux voir le blanc, il faut quand même du noir. C'est-à-dire ce jet dans la mosquée, des taches d'encre qui permettent par contraste de valoriser la vertu, le bon, etc. Voilà, je voulais savoir d'où lui venait cette image-là, qui est une espèce de morale qui va exister post-mortem, puisque d'une certaine façon, c'est ça que transmet Suleiman au héros, ça et les appareils pour faire du cinéma, ce dont on voit bien que du coup là il y a une espèce de jeunesse du cinéaste lui-même qui serait en autoportrait. Again, I like how you see the film. J'aime toujours autant votre vision. Okay, I will go back a little in my childhood to talk about the death. You know, when I was. Je vais faire un petit retour en arrière sur mon enfance et un peu la présence de la mort dans mon enfance. Quand j'avais 9 ans, je suis rentrée de Dubaï et je me suis installée chez ma grand-mère. Et je suis allée à l'école et aussi c'était ma tante qui s'occupait de moi. À la fin de l'année, un ami à moi de l'école, mon camarade d'école avec qui je passais beaucoup de temps, est mort subitement. Je suis allée avec ma tante à l'enterrement et 3 mois après, ma tante est morte à son tour. Ce qui fait que pendant 3 ans, j'ai passé tous les vendredis à aller au cimetière, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les cimetières. Et à cette époque-là, je me suis arrêtée de parler complètement pendant 6 mois, je suis devenue muette. Petit à petit, j'ai recommencé à parler. Et puis après, je suis arrivée à l'université, j'ai découvert le cinéma et là, je ne me suis plus jamais arrêtée de parler. Donc on peut dire quand même que ça a été des événements assez traumatisants pour moi. Voilà pourquoi j'ai sans doute voulu faire un film sur la mort, mais par contre, je n'ai pas voulu vraiment aborder frontalement des scènes de mort. Et j'ai voulu faire mourir Suleiman parce que c'était celui justement qui parlait de la vie, mais comme le souligne un peu sa maîtresse dans le film, elle dit « mais c'est toi qui sens la mort, ça n'est pas nos amis là en fin de compte ». Il se trouve aussi, il s'est passé un événement un peu troublant, c'est-à-dire que quelques heures avant qu'on tourne cette scène, un réalisateur connu, égyptien, Oussama Fawzi, est mort. Et on a appris sa mort, et comme mon premier assistant était égyptien, et tout le monde était très affecté, ça s'est su assez vite, il était très affecté sur le plateau juste avant de tourner. Donc en fait on a changé un petit peu la fin et on l'a fait mourir sur sa chaise pour justement en hommage à ce réalisateur. Donc voilà un petit peu ma relation à moi à la mort. Et puis concernant la scène de la fin,
c'est en fait le fait que le personnage de Mozamil en fait est complètement perdu, et c'est elle qui comprend ça et qui le convertit en fait, qui lui fait une sorte qui le fait un petit peu passer de l'autre côté, d'abord en le repoussant et puis ensuite en le reprenant. Voilà, c'est comme une sorte de rite de passage. Bonsoir. Déjà, je trouve que c'est vraiment incroyable que nous ayons la chance de voir le 8e film soudanais dans cette salle. Déjà, merci. Ensuite, j'aurais 2 questions. Une assez rapide sur la musique, que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi avoir choisi de mettre aussi la musique occidentale, enfin les instruments occidentaux. Et j'ai été très intriguée par le prénom Muzamil. Donc j'ai vite regardé sur mon téléphone et j'ai vu que c'était le nom d'une sourate et que ça veut dire l'envelopper. Alors je pense que vous avez certainement des choses à nous dire autour de ce sens. Les enveloppes. And at the novel, he chose the short story, Hamour Ziada. He chose to name it Muzammil. And Muzammil is one of the Prophet Muhammad. Alors c'était le choix de l'auteur, Mourziada, dans sa nouvelle, de baptiser son personnage Muzamil. C'est en fait l'un des noms du prophète, suite à une des histoires qui lui arrive. Il a vu un ange en fait, qui lui est arrivé, et ensuite il est retourné voir sa femme, il avait extrêmement froid, et sa femme l'a recouvert d'une couverture. Et donc il est devenu, en fait, de façon classique, donc Al-Muzamil, celui qui est recouvert. Je trouve que c'est un très bon choix de la part de l'écrivain, et parce que et pour moi, du coup, je n'ai pas voulu changer ce nom. Ça peut m'arriver de vouloir changer le nom des personnages. Là, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était bien adapté, puisque c'est le nom que le prophète prend lorsque une prophétie lui arrive. Et donc là, c'est pareil pour Mozambique. And about the music, it was very fun times working about the music, because I love music in general. And I was writing this film. Alors concernant la musique, moi j'aime énormément la musique, et donc ça a été assez passionnant comme travail. Pendant que j'écrivais le film, j'écoutais énormément de musique soufiste, donc des musiques, je m'étais composé une playlist de musique du Pakistan, d'Égypte, d'Iran ou encore de Tunisie. Et j'ai commencé à chercher un compositeur soudanais. Sauf que, comme j'ai expliqué déjà, il n'y a pas d'industrie cinématographique au Soudan. Il y a d'excellents musiciens, mais pas de compositeurs pour le cinéma. Ils font de très bonnes choses, leur musique, mais ils ne pouvaient pas s'adapter à nos contraintes à nous. Et du coup, c'est la production française qui nous a suggéré de travailler avec des musiciens français. Mais j'avais envie de trouver quelqu'un qui aurait des racines arabes. Et donc, on a travaillé avec Amin Mourafa, qui a composé notamment la musique de Timbuktu et celle de Filamine de Philippe Foucault. Donc, grâce à ces racines tunisiennes, je me disais que ça pourrait justement donner quelque chose, insuffler quelque chose de plus au film. Et puis, une fois que le film était monté, j'ai trouvé qu'en fait, il était suffisamment déjà rempli de références à la musique soufiste à travers les cérémonies, à travers ce qu'on entend à la radio, et que comme c'était une histoire que je voulais universelle, je voulais qu'elle puisse se dérouler dans n'importe quel pays, je voulais que la musique le soit aussi, en fin de compte, que quand on exprime la tristesse par la musique, ce ne soit pas une tristesse uniquement soudanaise, ou la joie uniquement soudanaise. Je voulais que ça soit totalement universel. Donc, ne pas colorer trop plus avant la musique, mais d'un autre côté aller chercher des influences un peu partout, et on est allé notamment chercher un instrument qu'on a trouvé qui est un instrument argentin. Donc on a injecté des choses de différentes cultures. Et pour le thème, l'ambiance de la musique, l'idée c'était que ce soit comme un enterrement romantique. Just another I did the music here in Paris during the festival of the music, so it was very nice days. I mean, I go out. Et alors la musique, j'étais à Paris là, pendant qu'on faisait la musique du film, et c'était pendant la fête de la musique, donc c'était extrêmement agréable et joyeux, et c'était comme ça me donnait un souffle aussi, une inspiration d'être dans cette ambiance musicale à Paris. Juste dire, parce que je sais qu'à un moment il avait envisagé de mettre une chanson de Charles Aznavour dans le film. Oui, c'est le How do you know that? Laquelle? You know things. Huh? Oh. Et là, tu l'as remplacé par une musique très précise. Laquelle? Yes. For 2 reasons. Okay.
Alors quand j'ai commencé le tournage, ça s'est passé exactement au moment où la révolution a commencé, le même jour. C'est-à-dire que c'est le même genre encore un genre de coïncidence folle. Et nous étions à 3 heures de Khartoum, en train de tourner. Nous avons fini le tournage au mois de janvier 2019. Et ensuite je suis partie pendant 2 mois pour faire le montage au Caire. Au début, la révolution se passait bien, les premières semaines, ça avançait bien. Et puis ensuite, je suis rentrée au Soudan quand les sit-ins se sont durcis, qu'il y avait vraiment besoin de se mobiliser. J'ai dormi dans la rue pendant toutes ces semaines-là. Au départ, donc pendant le montage au Caire, j'avais cette idée de la chanson La Bohème de Charles Aznavour, que j'adore. C'est un chanteur que j'ai toujours aimé depuis tout petit. Je suis même allée à son dernier concert à Dubaï. Et je voulais que j'aimais bien cette idée, cet alliage de Mouzamil qui va au village comme ça et sur la musique de la Bohème. Mais après 2 mois de sitting, il y a eu un massacre, une répression très forte. J'ai eu certains de mes amis qui ont été brutalisés, Internet a été coupé, et donc je suis rentrée au Caire. J'ai fait une semaine de montage et j'étais dans un état d'esprit, j'étais extrêmement en colère. Je ne savais pas si certains de mes amis étaient en vie ou morts. Donc j'ai fait des coupes assez franches dans le film à ce moment-là. J'ai supprimé 20 minutes du film et puis donc je demandais beaucoup à ma monteuse de couper et notamment voilà, cette chanson que j'ai coupée pour la remplacer par une musique qui en fait symbolise la révolution, puisque quand je dormais dehors, c'était la musique avec laquelle je me réveillais tous les matins. C'était une chanson qui symbolisait la révolution qu'on entendait tout le temps dans les rues. Donc j'ai ajouté au film pour qu'à la fois donc, elle me reste en mémoire toute ma vie, et puis aussi voilà, pour accompagner Mouzamil, lui, dans sa marche à lui, vers sa révolution à lui. And Charles Aznavour was so expensive. Et puis aussi, il faut dire que Charles Aznavour était extrêmement cher. Oui. Alors bonsoir, merci d'être là, puis merci aux médias de nous passer un film africain. Moi je voulais savoir, le roman, la nouvelle dont vous vous êtes inspiré, est-ce qu'elle reprend une ancienne légende, parce que je cherche les racines africaines, est-ce que ça vient de là? Et du coup, question en regard, quelle peut être, à votre avis, la réception de ce film en Afrique et notamment au Soudan? Est-ce que, je vais être un peu lapidaire dans ma question, vous faites aussi ce film pour eux, pour les Africains aussi, quoi. Est-ce que ça y fait référence, voilà. Est-ce que c'est lisible les métaphores que vous utilisez pour les Africains et pour les Soudanais? Okay, so we want to provide the language. Okay, the first one I remember. Thank you. Thanks a lot for saying that. The short story itself, it's inspired by true way. Alors, la nouvelle n'est pas directement inspirée de légendes, mais cela dit, elle relate de façon assez fidèle et justement la relation qui existe entre les chefs religieux et la population. Sans dire réellement tu mourras à 20 ans, les chefs religieux ne se gênent pas pour dire toi tu ne seras pas très vieux, toi tu ne te marieras jamais, tu resteras vieux garçon toute ta vie. J'avais une tante qui avait des troubles psychiatriques et au lieu de l'emmener chez un psychiatre, on l'a emmené toute sa vie voir des chefs religieux, des cheikhs qui l'ont battu pour essayer de chasser les démons de son esprit toute sa vie. Donc ça c'est un autre traumatisme que moi j'ai vécu parce que je l'ai vu, j'en ai été témoin. Et oui, c'est un film que je fais aussi pour les Soudanais, bien sûr. Je veux qu'ils se voient pour la première fois depuis peut-être une vingtaine d'années, où il n'y a plus de cinéma, où ils se voient dans un long métrage, dans une fiction. Aujourd'hui, les Soudanais sont habitués à la télévision, au feuilleton, où on leur sert un petit peu ce qui est un peu propre et un peu lisse, avec des femmes voilées, où tout le monde est très sage. Quand il y a eu des échos disant qu'il y avait une scène plus ou moins de sexe dans ce film. Il y a eu des extraits qui ont été diffusés sur Internet et il y a eu vraiment une sorte de conflit entre l'ancien monde et le nouveau monde, la nouvelle société soudanaise qui est en train d'émerger. Et du coup, ça a un petit peu soulevé la polémique. Alors le film n'a pas encore été projeté au Soudan, c'est justement encore en discussion, notamment là, de ces choses, de ce qui s'est passé là. Mais la première projection officielle, ce sera le 15 février. Bonsoir, c'était justement puisque vous parlez de modernité et de télévision,
Et justement, ce qui m'a frappé, c'est l'absence de modernité très contemporaine dans votre film. C'est-à-dire que la seule modernité qu'il y a, c'est une vieille modernité quasiment coloniale, avec des vieux objets et puis ce vieux projecteur de cinéma. Et voilà, je voulais savoir quel parti pris c'était de votre part. Cette idée qu'on ne voit pas de téléphone portable, moi ça m'a beaucoup frappé. Et je pense que le Soudan, il y a des téléphones portables, n'est-ce pas? Yeah, it's a choice because it's in a village, and not just any village. Because yes, now in village you can find someone riding a donkey and have a mobile phone, iPhone. Okay, but this village, I wanted to talk about a village surrounding by the prophecy and supernatural, out of the world, out of the time. It's about timing actually. Alors c'est un choix évidemment, puisque je voulais parler d'un village, mais pas n'importe quel village. Il existe des endroits effectivement au Soudan où à la fois on va voir un homme qui va être sur un âne tout en parlant dans son iPhone, mais ici je voulais vraiment parler d'une ambiance très particulière, donc autour de la religion, du mysticisme, et je voulais décrire un endroit hors du monde et hors du temps. Certaines personnes qui voient le film peuvent se demander si ça se passe il y a 100 ans, si ça se passe dans les années 60. Eux, les Soudanais, quand ils voient le film, ils le savent parce qu'il y a des petits éléments qui indiquent qu'on est aujourd'hui, les affiches dans la chambre de Naïma, par exemple, ou la couleur des billets de banque, etc. Mais moi, j'aimais jouer avec le temps. Et après la scène du début où le derviche tombe, pour montrer que tout s'arrête. Et à partir de ce moment-là, on perd un peu tous la notion du temps. Par exemple, le personnage de Sakina qui ne sait plus combien de temps passe, elle est obligée d'écrire sur un mur, elle prend des notes sur un mur, et donc tout le monde est un petit peu dans cette espèce de limbe, et à la fin, quand on dit que vos amis a 20 ans, en fait, on ne sait pas exactement, peut-être qu'il n'a pas encore 20 ans tout à fait. Just also something about that room of Sakina. Et alors pour revenir donc sur cette pièce dans laquelle Sakina compte les jours, les semaines, je me suis inspirée de l'époque des pharaons, pendant laquelle justement les pharaons ou les personnalités s'occupaient toute leur vie, en fait elles s'occupaient de leur futur tombeau, et je voulais que ce soit un peu aussi le cas exactement pour nos amis. It's the pharaohs, it's between Sudan and Egypt. That's why it's like. Et oui, puisque les pharaons se sont répartis, il y avait une partie des pharaons qui étaient en Égypte et d'autres au Soudan également, les pharaons noirs. Monsieur. Je voudrais d'abord vous remercier. I would like to thank you. I saw a film of an extreme beauty. I was mesmerized from the first image to the very end. And it's difficult for me to even analyze it. Et en même temps, il y a... Alors, j'ai vu un film de grande beauté. J'ai été émerveillée de la première à la dernière image, et donc pour moi c'est difficile de l'analyser. C'est bien d'être à cheval sur deux langues, parce que le chef-op est français par ailleurs, donc une sorte d'hommage à la binationalité. Il y a en même temps quelque chose de tout à fait universel, qui est le conflit entre la transcendance et la sensualité. And at the same time, en même temps, le film semble recouvert par une extrême sensualité qui elle-même transcende à la fois les cérémonies soufis et les scènes dans la mosquée et l'aspect sexuel du film. Donc là, la dualité est en même temps enveloppée dans la sensualité. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Thank you, sir. Thank you. I really also I like how you can see that, and yeah, this thing of. Alors oui, effectivement, j'ai voulu jouer sur les couleurs dans le film. J'ai voulu à la fois célébrer toutes
le cérémonial, l'art, la musique du soufisme, mais évidemment pas ce qui est dit par les actes. Donc j'ai joué avec à la fois donc, voilà, la célébration de ce qu'il y a tout autour, pour ensuite voilà, plonger dans ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, en termes d'intériorité, Mozambique est un personnage qui garde un peu tout en lui, dont ses pulsions sexuelles et même son amour. Pour Naïma, il n'arrive pas à lui exprimer réellement son amour. On a beaucoup parlé avec mon chef opérateur de la façon d'éclairer ces scènes, notamment la scène avec Naïma, entre Naïma et lui, dans cette pièce fermée, dans cette cave où ils se prennent dans les bras. Et on a joué beaucoup sur l'éclair obscur et la façon dont ils s'éclairent ou ils se font de l'ombre l'un à l'autre. Donc je suis ravie que ça vous ait touché, que ça vous ait parlé. Merci beaucoup d'être là et je pense qu'on a beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Votre film est vraiment magnifique. Moi, j'ai été vraiment émerveillée par votre réalisation, votre façon de filmer. Et j'aurais voulu savoir justement où vous avez connu le cinéma et comment est-ce que vous avez appris le cinéma. Merci. Yeah. Okay, I spent my childhood between Dubai and Sudan. I born in Dubai and I stayed there 9 years, and then in Sudan till I was 16 years. Alors j'ai passé mon enfance entre Dubaï et le Soudan, et la période où j'étais au Soudan, c'était entre mes 9 ans et mes 16 ans. À cette époque-là, je regardais beaucoup de films, des films de cinéma à la télévision. C'était essentiellement des films arabes. Et j'ai découvert Youssef Chahine par le fait que à chaque fois qu'il y avait un film de Youssef Chahine à la télévision, toute ma famille disait non, il voulait zapper, il voulait pas voir le film. Ils disaient non, enlève ça, on déteste ce type-là. Alors que c'est surprenant parce que en général ma famille, on connaît souvent plutôt les acteurs, on suit plutôt les acteurs d'un film, on ne connaît pas forcément les noms des réalisateurs, et là pour celui-là ils le connaissaient et ils le détestaient, donc je ne savais pas très bien pourquoi. Et j'ai commencé donc à collectionner les films de Youssef Chahine pour comprendre pourquoi il me détestait autant. Quand je suis rentrée à Dubaï, c'était plus facile, évidemment, d'avoir accès à beaucoup plus de cinéma différents. Donc là, j'ai découvert Tarkovsky, Angelopoulos, et puis en 1990, c'était autour de 1998, ça. Donc voilà, j'ai pu vraiment avoir accès à beaucoup de films. J'ai fait mon premier court métrage à 19 ans. En 2001, et ensuite j'ai continué à faire beaucoup de films. J'en ai tourné une quinzaine qui ont tourné dans des festivals. Je n'ai pas étudié le cinéma à proprement parler, j'ai fait des études dans les médias, des études de journalisme de médias. Mais voilà, j'ai quand même tourné ces 15 courts-métrages qui m'ont permis aussi de tourner, et puis dont certains m'ont mis en contact avec Abbas Kiarostami, et puis j'ai découvert aussi le cinéma d'Asghar Farhadi. And I think also at that time, I remember I had like Arte in Dubai. Arte France, the German, I don't remember if it was there or not, but also TV5 Afrique. So yeah, I think they brought a lot of films, French and not French films. So that made a difference, I remember. Et je me souviens aussi qu'à Dubaï, j'avais Arte, au moins Arte France, et puis TV5 Afrique, et ça m'a aussi ouvert à beaucoup de films différents, français et non français. Parenthèse, le film est distribué par Pyramide, la société s'appelle Pyramide à cause de Youssef Chahine dont elle distribue les films. Et d'ailleurs, le logo est signé par Chahine, comme vous l'avez sans doute remarqué. Et donc la boucle est bouclée. Merci beaucoup d'applaudir. Amjad Alou. Merci. Abou Alala, pardon. Et merci à Anaïs Duché pour la traduction. Merci. Thank you guys for coming. Appreciate it.